voici finalement connecté sur ma page. Je devais être avec coach Tarek. Et puis on a un souci en fait de connexion, ça marche pas dans les deux sens. On a réussi à se connecter depuis mon profil, mais pas depuis le sien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Mais du coup, Tarek, même si on ne voit pas, tu pourrais quand même mener la soirée parce que ça serait quand même sympa que ce soit toi qui le fasses. Pas que je sois gêné, mais ça serait bien que tu poses tes questions. On le refera, mais pose tes questions par écrit, c'est pas idiot. Qu'est-ce que t'en penses? Donc je lui écris en même temps, je lui demande si il veut bien mener l'interview. Bonsoir Amel, bonsoir Amine, bonsoir Mohamed, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu. Bonsoir Redouane, bonsoir Souad. Merci d'avoir répondu à l'annonce de Talek pour cette soirée sur l'hygiénisme. Bonjour Khadija, ah enfin, mais on voit pas Talek. Non, Latifa, bah en fait non, parce que j'ai pas la possibilité de l'inviter depuis cette page-là. Ah, c'est des problématiques techniques. Mais je suis en train de lui demander de voir avec lui pour qu'il mène l'interview comme si c'était prévu, comme il avait prévu. Donc on va voir s'il est d'accord pour faire comme ça. On va laisser tout le monde arriver. Bah, le live est ici finalement, hein. Voilà. Bonsoir Matine, bonsoir Maïma. Bonsoir Fatiha, Souad. Il y a un peu de monde, ça arrive, ça arrive. Il a qu'à poser ses questions et on aura vos réponses. Voilà, c'est ce que je suis en train de lui dire, mais j'ai pas de réponse. Est-ce que... Je suis en train de lui demander s'il est d'accord pour poser ses questions. En plus, vous aurez ces questions dans le fil, donc vous pourrez suivre l'interview. Bonsoir Saïd. Tarek, bah Tarek il est là, Tarek. Donc vas-y Tarek, pose tes questions en fait. Je pense qu'on va faire la soirée comme ça. Ça va bien, merci David, bonsoir Émilie, bonsoir Redouane. En fait Tarek, si tu veux bien, comme il est là, il est avec nous, le coach Tarek, pose tes questions, tu les écris dans le fil et puis on lance la soirée. Voilà, bon bah on ne verra pas ta belle chemise, on ne verra pas comme t'es beau la prochaine fois. Donc on va attendre, moi j'attends que Tarek... Bonsoir Sophia, Neymar. Il y a encore pas mal de monde qui arrive, donc on a pas mal de retard. Enfin, on n'a pas de retard d'ailleurs, 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 on n'a pas
Alors Tarek, est-ce que tu lances l'interview là ou pas? J'attends que Tarek nous réponde, mais puis si j'ai pas de réponse, ça arrive, il y a beaucoup de gens qui arrivent là, hein. Je vois le décompte, donc c'est bien. Salut tout le monde, salut Mac John. Il y a Mac John qui nous dit c'est décidé, je change de vie et je vais produire mes légumes. Bah c'est génial, ça va coach, stresse pas. Tranquille Nicolas. Alors Tarek, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu vas mener l'interview ce soir? Ou est-ce que je vais me débrouiller tout seul comme un grand garçon? Une présentation de votre profil. Bah alors vous allez faire, voilà, les amis de Tarek vont faire l'interview, je crois. Bah je vais répondre à Swad, voilà, parce qu'en fait je pense que c'était la première question de Tarek qui m'avait demandé de faire une petite présentation de moi. Alors ça va être bref. Mais en fait, moi, je suis un petit peu comme tout le monde. Je suis issu des sociétés modernes, hein, par opposition aux peuples premiers, ce que j'appelle les peuples premiers, hein, ceux qui n'ont pas été spoliés, ceux qui ont encore qui ont gardé leur culture, etc. Donc, je suis issu d'une société moderne. Je suis né en France. Donc, bah, j'ai subi le cursus classique de l'humanoïde. Voilà, c'est parti, Talek. Donc tu fais ton interview et je réponds aux questions. Voilà, qui suis-je? Donc c'est parti. Bon, j'ai 43 ans, je vis au Maroc, mais bah, tout a commencé en France en fait, hein. Je suis né en France d'une mère française et d'un père algérien immigré, voilà, qui a fui la guerre d'Algérie. Et bah, comme tous les petits enfants des sociétés modernes, bah, j'ai suivi la programmation habituelle, c'est-à-dire que bah, ce que j'appelle le dressage. J'y reviendrai un peu plus en détail, vous comprendrez, mais le dressage, comme on utiliserait le mot dressage pour un animal, donc le dressage parental, le dressage scolaire, puis le dressage sociétal de manière générale. C'est-à-dire que bah, j'ai reçu le programme complet. Attends que j'ai fini de répondre, Tarek, pour la deuxième question. Euh, j'ai reçu dans l'ordinateur le programme complet pour être un gentil humanoïde, un gentil consommateur. Et donc bah, j'ai commencé ma vie comme tout le monde, hein, école, avoir son diplôme, avoir un travail, etc., etc., etc. Mais du coup, à 20 ans passés, après un cursus scolaire normal, hein, plus ou moins sans encombre, j'ai décidé d'arrêter l'application de ce programme et d'essayer de m'affranchir petit à petit de tout ça et de savoir un petit peu qui j'étais finalement derrière le programme. Voilà, qui est ce Alain, essayer de découvrir qui j'étais. Et donc du coup, j'ai décidé de venir m'installer au Maroc sur une dune, hein. C'est clairement une dune dans le parc national Souss-Massa entre Agadir et Tiznit dans le Souss. Et de créer ma forêt gourmande en fait pour vivre en fait. Tout simplement pour vivre. Par opposition à la survie dans le monde moderne. Parce qu'en fait, dans le monde moderne, je prends l'exemple de ma vie aujourd'hui où je vis dans une forêt gourmande, c'est-à-dire que ça fait des semaines là que je mange enfin, je ne mange que mes légumes, mes œufs, enfin, j'ai mes animaux, mes arbres. J'ai planté à peu près 6000 arbres dans le désert. Donc c'est vraiment une oasis, hein. Pour le coup, c'est la vie. Tu es dans la nature t'apprend et t'enseigne tous les jours. C'est l'école tous les jours. C'est l'école sans contrainte. C'est-à-dire que c'est l'école.
C'est l'école en douceur, sans obligation, sans te dire que t'es bon ou t'es mauvais, sans te dire que t'es beau ou t'es moche, sans te dire, voilà, sans humiliation, sans punition, etc. Tu es dans la nature. Et si tu suis le mouvement de la nature va tout apprendre. Elle va tout enseigner de A à Z. C'est l'école grandeur nature, l'école intelligente, sans pression, sans obligation, sans contrainte, sans punition, etc. L'école va t'enseigner les choses. Donc elle va t'apporter tous les jours. Il n'y a pas de routine. Un jour tu vas découvrir tel insecte, un jour tu vas découvrir telle plante comestible, tel autre jour tu vas découvrir tel autre animal, etc. Bon. Donc par opposition à la survie ou à la ville ne fait que te coûter. Là, elle te coûte parce qu'il faut payer, tout est cher, il faut payer l'appartement, il faut payer les factures, il faut payer le bruit, il faut payer les nuisances, tu payes de ta santé, tu n'as pas de temps, etc. C'est le cercle infernal, en fait. De travailler, hein, et uniquement travailler pour payer ses factures. Ça s'appelle pas une vie. La ville, c'est pas une vie. Entre le bruit, les odeurs, la pollution, la malbouffe, parce que même quand tu es en ville, si tu veux essayer de manger proprement des aliments sains, exempts de toute chimie, bon, ça peut être très rapidement compliqué. Donc ça te coûte de ta santé. Bon, bref. Et puis la routine va se répéter quotidiennement. Quand tu fais le même travail tous les jours, bon, t'apprends rien. C'est pas comme quand tu es dans la nature. Quand tu es dans la nature, tout change tous les jours. Un jour il y a du vent, un jour il pleut, un jour il y a du soleil, un jour il y a tel animal qui sort, l'autre jour c'est tel autre animal. Donc c'est en mouvement permanent. C'est la vie est en mouvement en permanence. Donc elle t'apprend des nouvelles choses tous les jours. Il n'y a pas de routine sclérosante, rébarbative. Et voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé de vivre. Mon projet de vie, c'est de vivre. Voilà, c'est de vivre. Et donc vivre, ça passe forcément par une vie en harmonie avec la nature. C'est totalement impossible de vivre en ville. C'est impossible. C'est pas impossible. On n'ira jamais vers la pleine vitalité en ville. On n'ira jamais vers bon, c'est un fait. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et donc, bah, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis là et voilà, il a fallu construire tout ce que vous allez voir, vous verrez sur la page. Ça a mis du temps, c'était une fantastique expérience. Enfin, l'expérience continue, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est dans le jardin, les légumes, les animaux, etc. Bon, voilà. Pourquoi j'ai choisi le Maroc? Deuxième question de Tarek. Pourquoi j'ai choisi le Maroc? Parce que pour moi, la source, c'est l'Afrique. Pourquoi le Maroc? Parce que oui, encore une fois, pour moi, l'Afrique, c'est la source. C'est la source. C'est la source de tout. C'est la source de tout. C'est la source de la vie, c'est la source de tout ce qui fait vivre, tout ce qui fait survivre l'Europe. Tout vient d'Afrique. Tout vient d'Afrique. C'est-à-dire que l'humain vient d'Afrique, mais par exemple, si vous enlevez aujourd'hui toutes les richesses, le pétrole, le gaz, le bois, le café, le coton, l'or, les matériaux précieux pour fabriquer nos portables, tout vient d'Afrique. Voilà, tout vient d'Afrique. En plus, j'ai un père maghrébin, donc j'ai un père algérien. Donc j'avais vraiment très envie d'aller en Afrique. À l'époque, c'était pas simple, voire pas possible de s'installer en Algérie. Donc j'avais une connaissance en tant qu'ado du Maroc. J'ai toujours beaucoup aimé le Maroc. Et c'était un bon compromis à l'époque parce que il y a la famille, ma compagne de l'époque, etc. Bon bref, décidé que le Maroc n'était pas trop loin, qu'on pouvait venir ici assez rapidement. Et puis voilà, moi je voulais être en Afrique encore une fois. Hein, je voulais être en Afrique et puis je regrette pas quoi. Pour moi aujourd'hui, aujourd'hui je me sens vraiment. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire
ce premier live avec une personne marocaine, avec Tarek, et puis pour les Marocains en priorité. Parce que je me sens marocain, d'ailleurs je fais ma demande en ce moment de passeport marocain. C'est très rare que le royaume donne la nationalité, mais il y a quelques exceptions, quelques cas. Et ça a l'air plutôt bien parti. Et, et voilà, j'ai envie de m'investir pour ce pays que j'adore, pour ce peuple que j'adore, pour cette nature que j'adore. Voilà, donc j'ai commencé à œuvrer avec ce lieu de vie. Et, et je compte faire bien plus. Tu as laissé une situation de journaliste, 5 000 € pour vivre une situation difficile qui a motivé ce choix. Bah ouais, à l'époque, quand je suis parti, en fait, j'étais journaliste à la télévision en France, donc à France Télévisions, donc avec un très bon salaire, une baraque bourgeoise, une compagne, enfin bon, une vie que beaucoup de personnes, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui lorgnent vers ce genre de mode de vie. Et moi, je me suis très rapidement, enfin, j'ai toujours, je me suis toujours rendu compte que travailler pour un salaire, ça n'avait pas de sens. Travailler, travailler pour un salaire, être aliéné, esclave, accepter la soumission, accepter l'esclavage, euh, c'était pas possible. Donc je l'ai fait quelques années, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était pas la vie, quoi. Parce que tu gagnes de l'argent, finalement, tu gagnes de l'argent que tu dépenses dans des choses totalement inutiles. Totalement inutiles. Donc certes, tu as un bon salaire, mais qu'est-ce que tu en fais de ton salaire? Tu loues une baraque qui coûte un bras, tu payes des factures, ça coûte un bras, tu es toujours de sortie à faire des choses qui sont inutiles, qui ne te, qui ne te font pas progresser, qui ne te, qui ne te font pas progresser, quoi. Tu t'améliores pas, tu ne deviens pas une personne meilleure en vivant en ville. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Et donc c'est tout un ensemble de choses qui font que voilà, la ville, l'esclavage, travailler pour un salaire, toujours payer, toujours se faire tondre, entretenir un système, entretenir un système qui est en totale faillite. On l'a vu là avec ce qu'on a tous vécu à travers ce confinement, etc. Où finalement tout le bullshit s'est arrêté, quoi. Seul l'essentiel a continué. C'est-à-dire que les gens mangeaient, voilà, étaient chez eux, avaient un toit, mangeaient. Voilà. Les maraîchers nous ont servi, le plombier nous a servi, enfin. Mais tout le reste ne nous a pas servi. 90% des magasins qui sont en ville ne nous ont pas servi. Qu'est-ce qui a été le point de bascule? Un voyage en Indonésie. En 2000, il y a deux choses. Il y a un voyage au Maroc en 2000 qui m'a bien retourné le cerveau, où là je me suis dit que c'était pas possible de reprendre le travail tel que je faisais. Et puis quelques mois après, il y a eu un voyage en Indonésie où je suis allé à Sumatra, où j'ai rencontré des gens qui s'apparentent à un peuple premier, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu un ordinateur, qui n'ont jamais vu un téléphone, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de vêtements, etc. Et j'ai regardé ces personnes-là vivre et je me suis dit, mais c'est eux qui ont tout compris. Les seules personnes intelligentes aujourd'hui sur Terre, c'est les peuples premiers. C'est les seuls hommes aujourd'hui sur Terre à singer. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas d'obligations, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a rien. C'est des gens qui vivent en parfaite harmonie avec la nature. En parfaite harmonie avec la nature. Et je me suis dit, voilà, s'il y a bien des gens à singer, c'est eux qu'il faut singer. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ah, est-ce que pour ça ou pour une, c'est ça ce que tu dis, Tarek, c'est valable pour ça et c'est valable pour ça et c'est valable pour tout. Alors que, euh,
En fait, moi, je pense qu'on peut tous le faire. Ce que j'ai fait, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait des choix exceptionnels. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je suis un humain, hein, tout simple. Euh, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, alhamdoulilah. Mais j'ai fait des choses exceptionnelles. Je pense que tout le monde peut le faire. Je ne suis pas un homme exceptionnel, mais j'ai fait des choses exceptionnelles et j'ai fait des choix exceptionnels, dans le sens exception, qui font exception à la norme. Et je pense que cette capacité à réaliser cette chose-là, la notion importante, c'est le courage. Être courageux, attention Tarek, être courageux, c'est pas aller faire un Ironman, c'est pas aller faire l'ultra trail du Mont Blanc, c'est même pas aller faire le marathon des sables, comme tu l'as fait. Parce que ça, c'est des choses qui sont courues, c'est des choses qui sont balisées, c'est des choses qui sont tracées. Il y a un ensemble de personnes qui avancent, il y a un troupeau qui avance dans telle direction, telle autre direction, etc. Être courageux, c'est plutôt s'exposer. S'exposer aux autres, s'exposer à la norme, s'exposer au consensus général, s'exposer à la pensée, à la norme, s'exposer à la pensée, comment dire, à la pensée référence, etc. Sortir de cette communauté-là, hein, pour aller mettre le nez au vent et aller faire des choses qui font exception à la norme, ça, c'est faut être courageux. Aujourd'hui, je vous prends des exemples. Des parents doivent être courageux pour interdire à leurs enfants, pour ne pas avoir la télé chez eux. Il faut être courageux. Aller faire un Ironman, aller faire un marathon, aller faire le marathon de Marrakech, il ne faut pas être courageux. Ça, tout le monde peut le faire. Une paire de chaussures, une paire de sandales, tu marches, tu cours. Les 42 km, tu vas les faire et puis ça sera terminé, fini, tu passeras à autre chose. Mais faire des choix de vie qui ne vont pas dans le sens de la société moderne, de la mondialisation, de l'uniformisation du monde, des cultures, de la pensée, même du body, du physique, de l'archétype humain, etc. Ça, c'est voilà. Mais faire des choses qui ne sont pas dans cette norme-là, ça, c'est dur. Interdire la télé dans sa maison. Ne plus rentrer dans un supermarché. Ne plus s'habiller avec des vêtements en plastique, ne plus s'habiller avec des vêtements qui viennent de Chine, ne plus acheter des smartphones tous les 4 matins ou en acheter un et le réparer, etc. Garder sa vieille voiture. Ça, faut être courageux. Ça revient à ça, hein, Marc Corr. Le courage, c'est d'affronter ses peurs. Mais oui, c'est ça. Puisqu'en fait, les personnes ont peur de sortir de ce qu'ils appellent le confort, hein, d'avoir un appartement, la climatisation ou le chauffage l'hiver, un frigo, une machine à laver. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça. Les gens vont dire que c'est courageux. Et là, ils ont raison. Ça, c'est du courage. Aujourd'hui, se passer de machine à laver, se passer de frigo, se passer de télé, se passer de la ville, se passer de l'abrutissement général, ça, il faut être courageux. Ça c'est... Raconte-nous l'histoire du Khaïma. Alors le Khaïma, qu'est-ce que c'est le Khaïma? Le Khaïma, c'est l'endroit où je vis. Ça s'appelle le Khaïma Hôtel Biodécouverte. Aujourd'hui, j'appelle ça un centre d'éducation à l'hygiène naturelle, c'est-à-dire que c'est un endroit où on vient découvrir la vie, en fait, tout simplement. La vie par opposition à la survie, ce que j'ai essayé de définir juste avant. Ici, on respecte les lois fondamentales. Je te réponds après, Saïd. Donc ici, on respecte les lois fondamentales de la vie à tous les postes de fonctionnement de la structure. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui vient à l'encontre de la vie, si j'ai pu le mettre en place, je le retire. Voilà. Donc il y a l'eau, il y a l'autonomie en eau, il y a l'autonomie en énergie, même si ce n'est pas parfait. Hein, les panneaux solaires, etc., c'est toujours discutable. Le jardin, etc. Donc ça a mis 20 ans en fait, hein, pour construire tout ça. Ça a mis 20 ans. Je suis arrivé, c'était une dune. Donc il a fallu trouver le terrain. Je ne parlais pas un mot d'arabe, donc il a fallu parler avec les locaux. J'ai fini par trouver un terrain qui fait 1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres. C'est une dune, hein, il n'y avait que du sable.
Et puis, petit à petit, la clôture, le raccordement à l'eau, les premiers arbres. Quand je raconte ça, en fait, je dis aux gens que, bon, quand vous voyez l'endroit fini, c'est beau, c'est une oasis, il y a 6000 arbres, etc., etc. Mais en fait, j'ai tout faux dès le départ. C'est-à-dire que si vous envisagez un jour de vous lancer dans un projet d'écolieu, surtout ne faites pas ce que j'ai fait. Surtout ne faites pas ce que j'ai fait. Je me suis installé dans un endroit où il y avait du sable. Ça allait compliquer les choses pour le maraîchage ensuite. Je me suis installé dans une zone exposée au vent, ça n'a pas facilité les choses. Je me suis installé dans une zone où il n'y avait pas d'eau, bon bref. Donc j'ai cumulé toutes les erreurs possibles, toutes les erreurs grossières. Évidemment, si c'est à refaire, je ne ferai pas la même chose. Si un jour vous avez envie de vous installer, il faut s'installer près d'une source. Il faut s'installer sur un terrain avec du dénivelé pour pouvoir utiliser la gravité et répartir l'eau comme vous le voulez sans le moindre frais. Les peuples étaient intelligents. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû creuser un puits. J'ai dû creuser un puits à 100 mètres, à la main, avec des amis. On est descendu à 100 mètres, ça nous a mis 9 mois. Donc c'est des sous, c'est de l'énergie. Après, il a fallu acheter la pompe, etc. Donc vous voyez, quand vous faites les erreurs au début, les erreurs, vous les payez après. Vous les payez après, en temps, en argent, en matériel. Et vous vous éloignez de la route idéale. Alors que les choses bien pensées, je veux dire, avant, les gens, comment ils s'installaient? Les gens, ils s'installaient toujours près d'une source où il y avait de l'eau. Ils s'installaient toujours à hauteur pour voir l'ennemi arriver. Ils s'installaient toujours, etc., etc. Il y a une logique. Il y a une logique dans tout ça que je n'ai absolument pas respectée. Ça ne m'a pas empêché de finaliser le lieu. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? Une journée type d'Alain Ochaïma. La journée type, il n'y en a pas en fait. Parce que la journée type, l'hygiénisme en fait, c'est d'écouter son état, d'écouter son corps. Parce que savoir vivre, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est savoir vivre? C'est pas manger bio, savoir vivre. C'est pas ça. C'est pas manger bio, aller faire du sport. C'est pas du tout ça. Savoir vivre, c'est savoir s'adapter à son état physique, à son état physiologique et à son état mental à l'instant T. C'est-à-dire que si tu es fatigué, tu fais rien. C'est-à-dire que ça peut arriver que je me lève le matin, que je suis fatigué parce que la veille, on a eu un travail difficile au jardin avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de charges, avec beaucoup de mouvements de portage, piocher, tailler, couper, etc. Le lendemain, je vais me réveiller, je vais rien faire. Je vais rien faire. Mais rien faire, ça veut dire pas de téléphone, pas marcher, pas courir, pas biner, pas rien. Installer le hamac et puis de me laisser bercer sous mes mimosas, etc. Voilà. Et ça, tout le monde devrait pouvoir le faire. C'est-à-dire que le matin, quand tu es fatigué, d'aller au travail, c'est pas normal. Ça ne mènera jamais à la pleine vitalité. Ça ne mènera jamais les gens à la pleine vitalité. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Si tu vas travailler, tu vas le payer. Si tu vas travailler, tu vas le payer. Et puis sinon, il y a le rythme. Il y a le rythme d'une vie dans une petite ferme, hein, c'est-à-dire que il y a les animaux, il faut nourrir les animaux qui nous aident parce qu'on leur donne, quand on a taillé des arbres, ils mangent un peu les matières végétales, ils mangent un peu de fourrage aussi. Les animaux nous font des crottes qu'on va utiliser comme fumier pour enrichir les sols. Oui, il n'y a que du sable, donc pour enrichir les sols, etc. C'est un cercle vertueux, en fait, chaque chose a sa place, parfaite, hein. Comme les gens avant, hein, comme les gens avant. Et donc, les animaux, ensuite ça va être le jardin, aller voir les légumes qui sont prêts à être ramassés, regarder s'il y a des fruits qui sont tombés au sol, et puis du temps, de l'oisiveté, descendre à la plage, aller surfer, aller se promener avec les chiens, enfin... L'idée, c'est d'être... Je vis sans facture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de facture d'eau, je n'ai pas de facture d'électricité, je n'ai pas de facture de téléphone, parce que je mets des cartes recharge. Donc, je n'ai pas de pression sociale, je n'ai pas de pression matérielle.
Aucune pression matérielle. Aucune. Aucune. Voilà. Voilà. J'ai organisé ma vie de manière à ce que je ne sois pas un esclave de la matrice, à devoir travailler pour payer, et puis surtout travailler pour acheter des choses qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Je veux dire, je suis pieds nus en short tous les jours, toute l'année. Voilà, donc j'ai pas besoin de vêtements, j'ai pas besoin de télé, j'ai pas besoin de parabole, j'ai une vieille voiture qui a 50 ans, bon, etc., etc. Donc les frais sont extrêmement réduits. Et donc, bah, si tu réduis la voilure, si on parle de la voilure comme la voilure du bateau, si on réduit la voilure, hein, la voilure c'est les dépenses, si on réduit les dépenses, bah, tu as moins besoin de travailler. Hein. Donc si tu dépenses et que tu consommes n'importe comment, n'importe quoi, toujours, à tout instant, à tout moment, bon, bah, tu as besoin de beaucoup travailler. Tu as besoin de beaucoup courir après l'argent. Voilà. Donc, la vie, tu as un cercle vertueux, tu as une organisation logique des choses, hein, logique de ta journée, de ton état physique, physiologique, mental, de ta famille, etc. Et puis, bah, à la vie, c'est la survie. Donc, tu es dans un cercle qui est tout sauf vertueux. Voilà, c'est le contraire. Voilà, c'est l'aliénation, l'esclavagisme. Comment tu t'es trouvé dans l'hygiénisme et la naturopathie? Alors, je me suis retrouvé dans l'hygiénisme et la naturopathie parce qu'en fait, quand j'avais 18-19 ans, j'étais en sport-études, hein, je faisais du sport à haut niveau, du cyclisme. Et il a fallu réfléchir à une alternative au dopage. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, quasiment 100% des sportifs, hein, toutes disciplines confondues, que ce soit le vélo, l'athlétisme ou autre, à haut niveau, prenaient des produits dopants pour évidemment servir leur ego, devenir des grands champions et puis voilà, être des stars, gagner de l'argent, ce que vous connaissez du sport. D'ailleurs, on y reviendra au sport. Sujet très intéressant. C'est un concept, ça ne sert à rien le sport. Surtout ne faites pas de sport, on y reviendra après. Et donc il a fallu trouver les alternatives au dopage et je me suis rapidement intéressé à ce qu'on appelle les régimes ancestraux, ça veut dire comment mangeait l'homme avant l'ère industrielle, c'est-à-dire avant que l'homme commence à dégénérer, c'est-à-dire qu'avant que l'homme commence à développer des pathologies de dégénérescence type le cancer, les fibromyalgies, les spondylarthrites, les allergies, l'asthme, bref, avec un système immunitaire dans les talons, voilà. Et donc j'ai rencontré à l'époque un médecin extrêmement connu qui a été traduit, qui a fait des bouquins qui ont été traduits dans 30 langues je crois, qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à la nutrition dans un premier temps, dans un second temps à la naturopathie, et puis dans un troisième temps à l'hygiénisme. Parce qu'il y a une différence entre l'hygiénisme et la naturopathie. C'est-à-dire que la naturopathie, vous avez les médecins allopathes, ceux qui prescrivent l'allopathie, c'est ceux qui prescrivent des molécules chimiques, qui sont dans un traitement symptomatique, hein, de l'état pathologique des gens. Ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que vous avez un rhume, vous avez des boutons, lui, le médecin, ce qui l'intéresse, c'est ton rhume ou c'est tes boutons, mais ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il te file un médicament qui va bloquer les mécanismes physiologiques, donc ça va être la double peine, ça veut dire que votre corps est déjà en souffrance, vous allez prendre un médicament chimique qui va, en plus du travail que le corps est en train de faire, parce que le corps il est parfait, hein, la seule entité qui sait soigner c'est le corps, c'est pas vous, vous soignez rien, moi je soigne rien, coach Tarek, on est des aides. La seule entité qui soigne, c'est le corps. La seule entité qui sait exactement ce qu'il a à faire, c'est le corps. Donc quand vous avez un rhume, le rhume, il faut le laisser. Quand vous avez la fièvre, la fièvre, il faut la laisser. Quand vous avez un bouton, il faut le laisser. Quand vous avez un eczéma, il faut le laisser. C'est-à-dire que le corps, le symptôme, c'est intéressant parce que ça montre l'état du système immunitaire. Ça montre que votre corps réagit quand il est attaqué, agressé, intoxiqué par un toxique. Voilà. Donc ça, c'est la médecine classique, l'allopathie. Voilà. Donc on donne un médicament pour bloquer les mécanismes, et les mécanismes, ils sont arrêtés. Donc on se dit, ça va, tout va bien. Mais c'est comme si vous êtes dans votre voiture, vous roulez, vous avez un voyant rouge, par exemple des freins qui ne fonctionnent pas, vous allez chez le mécanicien, il vous enlève le voyant rouge, vous repartez, mais les freins, il les a pas réparés.
Les freins sont toujours pas réparés. Vous avez juste enlevé le voyant rouge. Et bien l'allopathie, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que ça. Elle enlève le voyant rouge. Et vous continuez votre chemin dans un état, parce que la maladie n'existe pas. La maladie, ça c'est faut revoir, c'est classique, la maladie n'existe pas. On parle d'état pathologique. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer, par exemple, c'est pas une maladie le cancer. C'est un état que vous avez construit de par votre comportement, parce que vous vivez en ville, parce que vous êtes exposé au stress oxydatif en permanence, parce que vous mangez mal, parce que vous vous reposez pas, parce que vous marchez jamais pieds nus dans la nature, parce que vous êtes que toute votre vie ce n'est que du stress et ce n'est que de la stimulation artificielle, qu'on est dans l'illusion en permanence de tout ou presque. D'accord? Le naturopathe, lui, va faire la même chose que l'allopathe, sauf au lieu de vous donner une molécule chimique, il va vous donner une molécule naturelle, c'est-à-dire qu'il va vous donner une huile essentielle, il va vous donner une plante miracle, il va vous donner un aliment miracle, il va vous donner un complément alimentaire miracle, etc. Mais c'est la même chose, c'est du pareil au même. C'est-à-dire que le naturopathe, c'est un copier-coller de la médecine conventionnelle. Après, il y a effectivement des naturopathes qui ont une approche holistique, c'est-à-dire globale de la santé, qui prennent l'individu dans sa globalité, qui vont s'intéresser à son lifestyle, comment il va aux toilettes, comment il s'habille, les gens qu'il fréquente, son habitat, etc., son rythme de vie. Bon. Il y en a quelques-uns, mais la naturopathie, c'est pas ça. Donc on est toujours dans une approche symptomatique. Et l'hygiénisme, qu'est-ce que c'est? L'hygiénisme, en fait, on déconstruit l'état qui a été construit. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, imaginons que vous avez des allergies. Bon. Ben, on va observer votre comportement global de vie, comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous vivez, où vous travaillez, les gens que vous fréquentez, dans votre famille, comment ça va, les rapports sociaux, les rapports humains, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous... Etc. Et on va prendre en compte tout votre historique de vie. Parce que comme je vous le disais dans l'introduction, dans Qui suis-je, il y a le dressage sociétal, le dressage parental, le dressage scolaire qui a ancré en vous pas mal de névroses, pas mal de traumatismes qui font que derrière, on a des troubles du comportement, on a des comportements déviants qui vont venir combler ou calmer certaines de nos névroses. Par exemple, aller faire du sport en salle de manière jusqu'à plus soif, c'est pathologique. Hein. Aller faire du sport, se ruiner au sport, c'est pathologique. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait parce que j'avais des névroses, parce que j'avais des traumatismes passés. Et donc le sport était un moyen de substitution. Pour certaines personnes, ça va être le sport. Pour d'autres, ça va être la musique, les concerts, la musique forte. Pour d'autres, ça va être la vitesse. Pour d'autres, ça va être le sexe. Pour d'autres, ça va être la fumée, l'alcool, les drogues diverses et variées. Tout ça, c'est les troubles du comportement. Quand tu es une personne équilibrée, tu vis en harmonie avec la nature, tu n'as pas besoin d'aller faire des performances, tu n'as pas besoin d'aller montrer que tu es plus fort que le voisin, tu n'as pas besoin d'aller crier plus fort que ton voisin, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vis, tu es à ta place, harmonie dans la nature. Et donc l'hygiéniste, lui, il va déconstruire l'état. Tout ce qui a été mal fait, la maison, il va démonter le toit, il va démonter la charpente, il va démonter les murs, il va démonter les fenêtres, etc. Il va arriver aux fondations, il va reconstruire les fondations, il va refaire les fondations, il va remonter la maison. Alors que tous les polluants, tout ce qui vient à l'encontre du vivant dans votre quotidien, il vire. Vous buvez de l'alcool, il vire. Vous couchez, vous mangez après le coucher du soleil, on arrête. Vous consommez des produits industriels transformés, on arrête. Vous portez des vêtements qui ne sont pas dans des fibres naturelles avec des produits chimiques qui sont en contact avec votre peau toute la journée, on arrête, etc., etc., etc. Et on enlève tout et on fait un nettoyage complet de votre vie. Et après, on remonte. Et je peux vous dire qu'on peut remonter des palais. On peut remonter des palais, on peut remonter des murailles, on peut remonter des ouvrages extraordinaires. Parce que le corps, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le corps, avec ce qu'on lui fait subir aujourd'hui dans la société, de voir comment sa capacité à réguler... Je vous donne un exemple.
Le sang, chez l'humain, il a un pH, il a un paramètre, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Si le pH sanguin bouge, monte, fluctue, monte ou descend, vous mourrez. Donc imaginez le nombre de mécanismes que ça met en branle pour maintenir ce pH exactement comme il faut. Une cellule, pour vous dire, c'est pour ça que moi je ne rentre pas dans des techniques de santé, etc., parce que ça ne sert à rien, c'est prétentieux pour les gens qui le font. Une cellule, c'est 100 000 réactions à la seconde. Une cellule, c'est 100 000 réactions à la seconde. Donc le gars qui dit « moi je sais, c'est comme ça qu'il faut faire », il a tout faux. Les peuples premiers dans la nature, ils ne sont pas en train de dire, expliquer le pancréas, le truc, l'hormone, le machin. Non, non, pas du tout. L'écoute du corps. L'écoute, l'instincto. L'instincto. Savoir se comporter exactement en parfaite harmonie avec le vivant. Et votre corps, vous allez boire de l'alcool, vous n'allez pas dormir, vous allez rester devant vos écrans, vous allez être stressé. Le pH sanguin, il reste à sa place. Vous imaginez la force du corps. Donc vous pouvez descendre très très bas. Vous pouvez vous retrouver dans des états pathologiques très très lourds. Si vous avez envie, si vous faites le choix de remonter, vous allez remonter. Parce que toute mort avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Non, écoutez bien. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Voilà. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle baisse. Bah oui, ça ne peut pas marcher. Quand tu vis à la ville, que tu travailles du matin au soir, que tu ne vois pas tes enfants, que tu es hors sol en permanence, que tu touches jamais un arbre, que tu marches jamais sur la terre, que tu foules jamais la nature avec tes pieds, que tu n'embrasses jamais un arbre, que tu n'as jamais planté un arbre de ta vie, que tu es toujours dans les magasins, que tu vis avec la lumière artificielle, que tu vis... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, ça s'appelle la survie. Ça s'appelle pas la vie. Ça s'appelle la survie. Donc voilà la définition de l'hygiénisme. C'est vachement intéressant. Enfin, c'est subtil. C'est subtil. Et donc les gens viennent ici chez moi du monde entier apprendre à se comporter en fait, à apprendre à vivre. On apprend à vivre. Moi, j'avais pas appris. Mes parents n'avaient pas appris. Donc c'est pas une critique, c'est pas un jugement vis-à-vis des gens qui sont dans les sociétés modernes et qui sont dépassés par les événements. T'as pas appris. Tes parents t'ont pas appris, l'école ne t'a pas appris, la société ne t'a pas appris. Tes parents, l'école, la société, ils t'ont appris juste à être un programme, un humanoïde. C'est-à-dire qu'un gentil robot qui se lève, qui va au travail, qui paye ses factures et qui entretient la machine Afrique, hein, la machine des puissants. Et puis toi, tu la sponsorises, hein, tu as le choix de la sponsoriser, tu continues à la sponsoriser. Finalement, tu vas passer à côté de ta vie, puisque tu vas être un programme, tu ne sauras jamais qui t'es, quelle est véritablement ta destinée. La destinée de l'homme, c'est pas de naître, grandir, l'école, travail, pendant 40 ans, 50 ans, cancer, mourir. Ça, c'est pas la destinée de l'homme, ça c'est la destinée de l'humanité moderne, mais c'est pas la destinée de l'individu à part entière. Moi, Alain, j'ai une identité, Tarek, il a une identité, Marc, Cor, il a une identité, Zéphyr a une identité, Catherine a une identité propre, avec une destinée propre. On n'est pas fait pour faire tous la même chose, tous alignés, comme des codes barres. C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Alors je réponds à Tarek, tu sens pas la solitude? Il y a beaucoup de questions. J'en signalais, voilà. Le livre s'appelle L'alimentation, la 13e médecine, c'est ça, exactement. La solitude. La solitude, d'abord, je vais te répondre, Tarek, par rapport à la solitude. Alors, je suis passé d'une vie où j'étais avec du monde en permanence, du matin au soir, dans l'agitation permanente. Aujourd'hui, bon, des fois, je sors pas de chez moi pendant des jours, des fois des semaines, je croise personne. Bon, j'ai des équipiers qui bossent, qui m'aident dans l'enceinte du Haïma, mais pendant 15 ans, j'ai été tout seul, quasiment, 13 à 15 ans tout seul. Et en fait, la solitude est pesante quand on est déséquilibré. Ce qui est le cas de 99% des gens, je vous rassure. Bah oui, déséquilibré. Bah oui, quand tu as été victime du dressage parental, scolaire, sociétal, tu es un être traumatisé, tu es un humanoïde. Tu n'es pas un être équilibré. Donc la solitude, tu vas la combler par
par certaines choses, quoi. Donc se dit, ça peut être le sport, d'autres ça va être la drogue, d'autres ça va être le sexe, d'autres ça va être euh, différentes formes de violence, d'autres ça va, etc. Bon, voilà. Donc au début, la solitude, les premières années, ça a été pesant. Et puis petit à petit, je me suis décontaminé du monde moderne, j'ai pensé mes blessures, j'ai trouvé une forme d'équilibre. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai 43 ans, il m'aura fallu près de 40 ans pour m'affranchir du dressage sociétal, parental, scolaire et de la matrice, et de trouver une forme d'équilibre. Donc voilà. Mais l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Pour répondre à la question, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. D'ailleurs, l'homme n'est pas fait pour vivre en famille. L'homme, il est fait pour vivre en tribu. La logique, c'est la tribu. Pourquoi c'est la tribu, la logique? La tribu, c'est la logique parce que, prenons l'exemple des femmes. Les femmes, quand elles faisaient un enfant, deux enfants, trois enfants, etc., et ben parfois, ça devenait fatigant pour pour la maman, par exemple, de donner le sein. Et ben il y avait d'autres femmes dans la tribu qui prenaient le relais et qui étaient aussi des mères nourricières. Un autre exemple. Un premier exemple. Un deuxième exemple, dans la tribu, l'homme, quand il est tout seul et qu'il a un travail de force, qu'il faut monter une yourte, ou qu'il faut monter un tipi, ou qu'il faut monter une khaïma, et quand il y a deux hommes, c'est plus facile qu'un seul homme. Quand on va chasser, si on va chasser, qu'on est deux, qu'on est trois, et qu'on a des techniques de chasse intéressantes, ça va être plus facile. Quand on va avoir, etc., etc., etc. Donc non, il y a là. Mais je désespère pas de me marier bientôt. Je désespère pas de me marier bientôt. Avec une Marocaine, j'espère. Quel sens tu veux donner c'est pas une petite annonce, hein. Enfin, quoique, pourquoi pas. Quel sens tu veux donner à ta vie, Tarek? Le sens à ma vie, c'est vivre. Donc vivre, c'est respecter le vivant. Et respecter le vivant, c'est respecter la création. Donc je suis musulman. Donc c'est din. Donc c'est din. C'est tout. Donc mon projet de vie, c'est d'être un serviteur de la création, tout simplement. Un véritable, d'essayer d'être le meilleur serviteur possible de la création. De profiter ici-bas de tout ce qui est mis à ma disposition, de ne pas l'abîmer, de le garder en état et de le transmettre en l'état à mes enfants. Voilà voilà le sens, hein, le sens de la vie. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde, j'ai plus besoin d'aller faire des Ironman, j'ai plus besoin de m'agiter en permanence. Voilà, il y a une forme d'équilibre qui s'installe et beaucoup de gens veulent perdre du poids, du gras et être en forme. C'est quoi ton protocole ou tes conseils? Alors, mon premier conseil, c'est que la perte de poids, ça ne doit pas être une motivation. Parce qu'on peut perdre du poids de plein de manières différentes et bien souvent on perd du poids et on le reprend après parce qu'on va s'astreindre à une forme de régime alimentaire ou comportemental. Et quand on est dans on s'impose, on s'astreint à une forme de régime, il y a toujours des frustrations. Et les frustrations, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'équilibre. Moi, je pense que si vous avez du poids à perdre, la question... Chut, il y a le chien qui est là. La question première, c'est de savoir pourquoi vous avez pris du poids et de réformer surtout globalement le comportement qui a fait que vous avez pris du poids. Le poids n'est qu'un symptôme. Le poids n'est qu'un symptôme. Et je vais vous dire, il faut mieux être en mauvaise santé gros qu'en mauvaise santé maigre, parce que le gras nous protège. D'ailleurs, on fait du gras pour deux choses. Quand on fait du gras, c'est parce qu'on mange trop. Trop et mal. Mal organisé, mal agencé, les aliments mal associés. Quand on mange trop. Et quand on mange mal.
Et quand on mange mal, on peut ne pas manger beaucoup, mais quand on mange mal, en fait, le corps il va faire du gras pour se défendre. Il va faire se défendre, il va emprisonner les toxiques dans le gras, c'est une manière de se protéger. Donc moi, le protocole, c'est de dire aux gens, voilà, de faire un audit complet de leur comportement de vie, complet. Ça veut dire que par exemple, pendant une semaine, je vais observer point par point le comportement des personnes, alimentaire, familial, social, au travail, au sport, etc., etc., etc. Et à partir de là, on va lister tout ce qui va à l'encontre, comme je vous l'ai dit, tout ce qui va à l'encontre du vivant, donc tout ce qui vous coûte de la vitalité, et on va déconstruire petit à petit, point après point, point après point, point après point. Et ce qui est important, c'est que moi je ne suis pas dans le dogme, c'est-à-dire que l'hygiénisme c'est pas ça. C'est pas moi qui vais décider que vous devez vous comporter comme ci ou vous devez vous comporter comme ça. Moi je suis une aide, donc je vais vous dire, ça peut être problématique, ça peut vous nuire, etc. Mais c'est à vous de le ressentir. Et c'est en fait, dans votre retour quotidien, parce que je suis en lien quotidien quand je fais du coaching à distance avec les personnes, et ça va être votre retour quotidien, vos sensations, ce que vous allez partager avec moi qui va nous guider, qui va nous permettre de mettre en route les réformes. Par exemple, je prends l'exemple alimentaire parce que c'est le plus couru. Par exemple, vous avez fait un repas, vous avez mal associé vos aliments, il y a certains aliments qui vous sont restés sur l'estomac. Vous pouvez même avoir des renvois et avoir le goût de l'aliment qui remonte dans la bouche. Bah, vous allez me dire ça, je vais vous dire bah, peut-être que cet aliment-là, il faut l'enlever, donc on va l'enlever. Et puis on va avancer comme ça, point après point, etc. Donc le process, c'est ça. Le process, c'est bannir tout ce qui vous fait du mal. Ça me fait du mal, j'arrête. Ça peut être le travail. Si d'aller au travail tous les jours, ça vous fait du mal, eh bien arrêtez. Réfléchissez à une autre solution pour avoir, moi, ce que j'appelle une activité rémunératrice par opposition à travail, parce qu'on travaille pour un salaire, donc on est dans l'esclavage, alors qu'on peut très bien avoir organisé son travail, l'argent, c'est pas un problème, l'argent. L'argent, c'est le rapport qu'on entretient à l'argent qui est un problème, et c'est surtout l'usage qu'on en fait qui peut rapidement être un problème. Mais l'argent, c'est un moyen, c'est un fluide, c'est une énergie, c'est cosmique. C'est une énergie qui va vous permettre de faire avancer vos projets. Moi, sans argent, j'aurais pas pu construire le Haima. Donc le process, c'est ça. Le process, c'est votre ressenti. Vos ressentis qui va apporter de l'information. Et cette information, on va l'analyser, on va réfléchir ensemble et on va décider ensemble de ce qu'on fait. Mais il n'y a jamais de remède miracle, il n'y a jamais d'aliment miracle, il n'y a jamais de régime miracle. On va petit à petit vous mettre sur la voie. C'est comme un entonnoir. Voilà, au début, il y a beaucoup de choses et puis on va réduire pour arriver à l'essentiel. Comment se déroule l'accompagnement? L'accompagnement, déjà, je dis aux gens qu'il faut vraiment avoir envie. Je vais mettre quelque chose qui va vous parler, c'est intéressant. Là, je porte normalement des lunettes lumière bleue, voilà, qui me protègent les yeux des écrans. Parce que la lumière bleue, il faut savoir, c'est petite digression. La lumière bleue, elle rentre ici, elle va jusqu'à attaquer votre glande pinéale. Et en fait, vous allez avoir un sommeil. Vous n'allez pas avoir de sommeil réparateur. Quand vous avez regardé un écran avec de la lumière bleue, c'est jusqu'à 6 heures de sommeil anormal derrière. Donc surtout évitez les écrans après le coucher de soleil. Passons. Donc je mets mes lunettes. L'accompagnement, il faut que les gens aient envie. Hein, vraiment envie. Parce que c'est un process qui est long. C'est pas une histoire de semaines. C'est souvent une question de mois. Voire une année, voire plusieurs années pour certaines personnes. Donc il va y avoir ce que j'appelle un audit complet. Donc les personnes, ils reçoivent un tableau Excel simple, hein, où ils vont tout remplir, tout. C'est-à-dire qu'ils vont se lever le matin, qu'est-ce que tu fais le matin? Tu te lèves, comment tu te réveilles, comment tu sors du lit, quelles sont tes premières actions, est-ce que tu petit déjeunes, qu'est-ce que tu petit déjeunes, est-ce que tu te douches, quels produits de soins tu entretiens, tu utilises, oui, produits de soins pour le corps, chimie, pollution, toxique, etc. Bref.
Quelle est l'organisation de ta journée, quelle est ton organisation sociale, familiale, au travail, comment ça se passe. Je m'intéresse aux mictions, c'est-à-dire qu'à vos urines dans la journée, au sel, l'état de vos selles quotidiennes. Voilà, c'est important parce que c'est le juge de paix. N'importe quel praticien de santé qui œuvre, qui souhaite vous aider, devrait regarder vos selles pour savoir si les aménagements qui sont apportés vous mènent vers la pleine vitalité. Voilà. Quand on a des selles anormales, moi j'ai des gens qui viennent au Khaïma, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils n'ont jamais été à la selle normalement. Ce n'est que souffrance, toujours des ballonnements, toujours des douleurs à l'estomac, toujours des... Voilà. Donc, les gens vont prendre les photos de leur selle, les photos de leur miction, tout ça pendant une semaine à 10 jours. Donc je vais vraiment passer au scanner la personne, avec en plus une frise de vie. C'est-à-dire que la personne va m'écrire sa frise de vie, tout ce qu'elle a vécu, souvenirs, les bons comme les mauvais, les échecs comme les réussites, etc. Elle va tout consigner sur une frise de vie, donc depuis sa petite enfance, les plus vieux souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Et ça va nous servir ça pour l'accompagnement, pour l'accompagnement mental, pour faire une forme de déprogrammation mentale. Et une fois que l'audit est fait, on entame les réformes, voilà, semaine après semaine. Et c'est jamais moi qui décide. C'est jamais moi qui décide. Par exemple, une personne qui boit du café, je lui dis voilà, la première chose qu'il faudrait faire, c'est peut-être arrêter de boire le café le matin, parce que c'est un stimulant bourré d'alcaloïdes qui va t'épuiser le corps, te déminéraliser, etc., etc., etc. Mais la personne va décider. L'essentiel, c'est que la personne, elle décide. À partir du moment où elle décide, elle fait un choix. Elle fait un choix pour elle. Elle ne fait pas pour moi les choses. Dans la société, on est tout le temps en train de se comporter par rapport aux autres et pour les autres. Je m'habille comme ça parce que le code, c'est de s'habiller comme ça. J'ai une maison, je l'aménage comme ça parce que tout le monde aménage sa maison comme ça, parce que quand les gens, les amis viennent, faut que la maison elle soit aménagée comme ça. Il faut le salon, il faut aussi. La voiture, l'autre il a acheté la voiture comme ça, il faut la voiture comme ça. Et tout est comme ça. Les enfants vont à l'école, donc il faut mettre les enfants à l'école, etc. Donc on est tout le temps en train de se comporter, et ça on va le retrouver dans la frise de vie, c'est vachement intéressant. Parce que ça, il faut s'en libérer, il faut s'affranchir de ça. Moi, je vis pour moi. Aujourd'hui, je vis pour moi. Moi, je vais à Gadir, je suis pieds nus. Je vais à Paris, je suis pieds nus, je suis en short. Toute l'année, je suis en short. Là, j'ai mis un t-shirt parce que je sortais de l'eau, j'étais à ma piscine, mais sinon, je suis torse nu. Je suis torse nu tout le temps. Hiver comme été, je suis torse nu. Jusqu'à 0 degré, je suis torse nu. Je ne vais pas mettre un vêtement parce que pour faire plaisir aux gens, je ne vais pas mettre des chaussures pour faire plaisir aux gens. Je ne vais pas m'habiller comme ça pour faire plaisir aux gens. Je suis dans une philosophie de minimalisme parce que je pense que en fait, la vie en harmonie avec la nature, c'est la résilience. La vie avec la nature, c'est le peu de choses. Regardez les animaux dans la nature, ils ont besoin de peu de choses. De peu de choses. Un gîte, un abri, une grotte, un trou. Nous, on est pareil. Nous, on est exactement pareil. Moi, je vis sous une khaïma. Regardez, ça, c'est une khaïma. Là, au-dessus de moi, c'est une khaïma. Je vis sous une khaïma depuis 15 ans. Je dors sur des planches en bois depuis 5 ans, 6 ans. Je ne me lave plus depuis 10 ans. Plus de savon, plus de shampoing, plus de dentifrice, plus rien. Je ne me lave pas, je ne me frotte jamais la peau. On ne se frotte pas la peau. Voilà. Comme l'équilibre à l'intérieur du corps bactérien est important à l'intérieur du corps, mais l'équilibre bactérien il est important partout, à l'intérieur de la bouche, sur la peau. Quand vous frottez votre peau avec du Tahiti douche, des savons, même du savon Beldi ou bio, ce que vous voulez, c'est agressif pour la peau. La peau, elle n'est pas faite pour recevoir du savon. Tout ce qui ne se met pas dans la bouche ne se met pas sur le corps. Tout ce qui ne se met pas dans la bouche ne se met pas sur le corps. Un savon, ça se met dans la bouche? Non, pas sur le corps. Un dentifrice, ok, mais c'est chimique, à virer. Le shampoing, non plus. Les déodorants, est-ce que ça se met dans la bouche? Non plus, etc. La lessive, est-ce que ça se met dans la bouche? Non plus. On termine. Voilà. Mon avis sur les régimes sport, keto, crossfit. Écoute, moi je suis contre les régimes. Je pense que la vie c'est pas un régime. L'hygiénisme c'est de manger. L'idéal c'est de revenir à l'instincto. C'est-à-dire que dans la nature, regardez. Est-ce que vous avez vu dans la nature des animaux obèses? Jamais. Est-ce que vous avez vu dans la nature des animaux débiles qui se comportent mal, qui ont des troubles du comportement à l'état sauvage naturel? Jamais. Bon.
Donc il y a une vraie problématique sociétale, il y a une vraie problématique d'humanité. Aujourd'hui, si l'homme détruit sa progéniture, en fait des enfants malades, débiles, obèses, c'est que la société, ça ne va pas. C'est-à-dire que le modèle qui nous est proposé, ça ne va pas. Si l'espérance de vie, ça ne va pas. Voilà. Donc ça, c'est un régime. Ça, avec des régimes. Moi, je ne suis pas dans un régime. Moi, je ne suis pas dans un régime. Je suis pour revenir à l'instincto. À l'instincto. Donc, le corps, tu dois être capable de sentir ce dont il a besoin quotidiennement. Moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, il y a des journées où je vais manger que des fruits. Un fruit, deux fruits. Il y a des jours où je vais avoir envie de légumes. Il y a des jours où je vais avoir envie de cuit. Il y a des jours où je vais avoir envie de cru. Il y a des jours où je vais avoir envie de viande. Donc, voilà. Et c'est ça vers ce quoi il faut tendre. L'instincto. Ressentir, être dans le ressenti et pas dans le mental. On est dans le mental, on fait des choix mentaux. C'est des choix mentaux, c'est des choix philosophiques, c'est des choix politiques. Je suis végan, je suis machin. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé le véganisme, j'ai essayé le crudivorisme, le frugivorisme, pour savoir de quoi je parle après. Bon. Il n'y a aucun de ces régimes qui mènent à la pleine santé, à la pleine vitalité. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce que tu manges un jour, ça ne sera pas valable le lendemain. Aujourd'hui, par exemple, je suis en capacité de manger des fruits acides, demain, je ne serai plus en capacité de manger des fruits acides. Aujourd'hui, si je suis en capacité de manger du cru, demain, je ne serai plus en capacité de manger du cru parce que, bon, voilà, le corps, ça bouge, fatigue, environnement, habitat, stress, hein, tout un tas de choses qui font que. Donc moi, j'adhère à aucun régime, pour te répondre. Voilà, keto, machin, etc. Et voilà, je suis pour l'instincto. À toi, Tarek. La maladie, le cancer, le crabe qui se propage, ton avis? Bon, là, ça va ruer dans les brancards, mais j'en ai rien à faire. Hein. J'en ai rien à faire. Je ne parle pas pour plaisir, faire plaisir aux gens. Le cancer n'est pas une maladie. Le cancer n'est pas une maladie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le cancer n'est pas une maladie au même titre que toutes les pathologies de dégénérescence modernes hein, du XXIe siècle, du style fibromyalgie, sclérose en plaques, spondylarthrite ankylosante, Alzheimer, Parkinson, etc. Ce sont des mécanismes identiques, ce sont des mécanismes d'encrassage. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites subir à votre corps qui font que vous construisez cet état-là. Le corona après. Donc le cancer, c'est pas quelque chose qui est contre vous. C'est-à-dire que le cancer, quand le corps arrive à faire fabriquer ce qu'on appelle une tumeur, c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la peau. C'est des mécanismes parfaits. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le corps, lui, vous le maltraitez, vous mangez gras, vous mangez mal, vous mangez tout le temps, vous grignotez, votre corps il se repose jamais, vous n'êtes jamais en contact avec la nature, vous êtes tout le temps dans le stress, vous êtes en ville, le bruit. Le corps, lui, il fait le max pour vous maintenir en vie. Quand vous avez un cancer, si le corps n'avait pas fait de cancer, vous seriez mort depuis 10 ans. Vous entendez? Vous seriez déjà mort depuis 10 ans. Alors, on a tellement véhiculé de peur parce que la technique première dans la société, c'est la politique de la peur. Ça marche pour tout. Donc dans la santé, c'est ça. Le cancer, le méchant cancer qui va vous tuer, etc. La chimiothérapie, nanana. Le cancer, on ne peut rien faire. La lutte contre le cancer, le lutte contre les maladies, le télé... Ça, c'est pour vous faire peur. C'est pour que vous filiez vers les blouses blanches. Hein. Eux, c'est des apprentis sorciers, hein, de toute façon. Hein, parce que quand ils voient que la première chimio, elle n'a pas marché, ils vous en collent une deuxième. Quand la deuxième chimio, elle n'a pas, ils vous font croire qu'il y a la troisième solution miracle, mais ça vous emmène directement à la tombe depuis la première. Hein. Ça n'a jamais aidé les gens, ça n'a jamais soigné qui que ce soit. C'est-à-dire que si la personne, elle survit à une chimio, elle survit au cancer et elle survit à la chimio, c'est qu'elle était en capacité de survivre. C'est que le corps, il a fait son travail. Et rien d'autre. Il n'y a absolument pas ni la chimio, ni les rayons, ni quoi que ce soit.
D'accord? Et je vais même vous dire une chose, on ne va pas rentrer dans la théorie, la technique, mais renseignez-vous sur ce qu'est une tumeur. La tumeur, c'est les cellules turbo. C'est-à-dire que la tumeur, elle s'installe là où il y a une problématique dans le corps. Elle s'installe au niveau du pancréas, il y a une problématique dans le pancréas. Elle s'installe au niveau de l'estomac, il y a une problématique au l'estomac. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? C'est des cellules turbo. C'est des cellules qui vous permettent de faire le travail de l'organe ou des autres cellules autour à une vitesse grand V pour vous maintenir en vie. C'est ça une tumeur. Renseignez-vous, hein. Allez voir, soyez curieux. Soyez curieux. Soyez curieux. Donc le cancer, vous pouvez vous en sortir au même titre que n'importe quel autre état pathologique. Il suffit de mettre en place, évidemment, si le cancer, ça va juste à arrêter de manger du gras, bon, bah, ça ne va pas marcher. Hein. Bon. Ou du sucre, ça ne va pas marcher. Voilà. Si vous voulez vous sentir, si vous avez construit un cancer en vivant en ville, en étant aliéné au travail, en mangeant mal, en étant dans une famille où il y a du stress, en fréquentant des mauvaises personnes, etc., bon, vous voyez bien que le tableau, c'est le tableau complet qu'il va falloir repeindre. Hein. On va mettre un grand coup de pinceau, un gros coup de blanco, et on va refaire le tableau. Là, vous avez une chance de vous en sortir. Et moi, je vois des gens qui s'en sortent. En tout cas, dans les gens, le peu de gens qui choisissent cette voie-là, la majorité s'en sortent. Comme ils s'en sortiraient de n'importe quel autre état pathologique. Le corona, c'est vachement intéressant. Moi, de toute façon, le corona, tout ce qui est dit sur le corona, en termes scientifiques, en termes de retour dans les médias de ce qui se passe vraiment, bon, ils ont tout faux sur 99% de l'information. Voilà. Mais il y a une chose que je retiens, moi, avec le corona, qui est vachement intéressante. De toute façon, on ne sait pas en plus si... parce que... Bon, soyons sérieux quand même sur le corona. Le corona, ça a tué personne. Ça a tué combien de personnes? Okay. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'empathie pour les familles, que c'est pas triste, qu'il y a eu des morts, etc. Oui, il y a eu des morts. Bon. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts au Maroc? 1000 morts? 2000? 3000? Il y a eu combien de morts? Ok. En France, il y a eu 20 000, 25 000, 30 000. Vous savez, c'est même pas le nombre de morts c'est même pas le nombre de morts occasionnés par le tabac. Vous voyez un peu le truc? Ça ne couvre absolument pas. C'est par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à la violence, par rapport au... Le cancer, c'est 400 000 morts par an en France. C'est 400 000. 400 000. Vous vous rendez compte, je veux dire. Bon. L'échelle de valeur. Donc on ne nous dit pas tout et il se passe des choses, c'est on veut nous faire passer des choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va être polémique. Mais ce qui était intéressant dans tout ça, c'est que ça montre, comme le reste, hein, la fragilité des populations. Ça montre la fragilité des populations au niveau physique. Ça montre la fragilité des populations au niveau mental. Et ça montre la fragilité du système d'une manière globale. Qu'une toute petite épidémie, hein, avec une petite mayonnaise bien prise là par les politiques, Big Pharma et les gens qui avaient intérêt à ce que ça se passe comme ça à ce moment-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et je vais vous dire une chose, avec le corona, les gens qui sont décédés, ils avaient tous des pathologies, hein. C'est plutôt des personnes âgées. Âgées, enfin c'est catastrophique, hein. 60 ans, on devrait être à la moitié d'une vie. Hein. 60 ans, j'ai dit ça. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ce sont plutôt des gens qui étaient 60 ans, 65, 70 ans, avec déjà une pathologie, 2 pathologies, 3 pathologies déclarées, avec des problèmes respiratoires, des problèmes circulatoires, des problèmes, etc., etc., etc. Bon. Mais ça montre la fragilité des gens, ça montre la fragilité du système immunitaire. Ça montre la fragilité du système immunitaire. Et c'est que le début. Parce que comme la société, elle dégénère et que l'humain, il dégénère avec, on voit bien que l'espérance de vie... Moi, quand je suis parti de France, il y a 20 ans, je disais les gens seront cancéreux. Les gens seront cancéreux à 40 ans.
Aujourd'hui, les gens sont cancéreux à 40 ans. Et là, il y a quelques années, j'ai dit bientôt les gens sont cancéreux à 20 ans. Ça y est, maintenant, ils sont cancéreux à 20 ans. Ici, là, au Maroc, des jeunes femmes qui travaillent dans les serres, hein, les pétro-tomates, les pétro-courgettes, etc. Là, tous les légumes à chaque dégueulasse qui finissent au souk et tout. Les gamines, elles sont cancéreuses, elles meurent à 20 ans. À 20 ans, 22 ans. Hein. Elles laissent mari et enfants en bas âge. Bon. Si on continue dans cette voie-là, hein, des villes tentaculaires, de la bouffe industrielle, du fast en permanence, du fast au travail, du fast food, du fast... tout. Les pandémies, les vraies pandémies, hein, pas les coronas, il va y en avoir d'autres. Et puis, plus ça va aller, plus ça va décimer de monde. Plus ça va décimer de monde. Alors que tu mets une personne en parfaite santé, tu lui fous le corona devant le nez, hein, le corona, il a peur, il se barre en courant. Hein. Une personne avec un bon système immunitaire, le corona, elle rigole. Hein. Le corona, elle rigole. Mais tout, avec tout. La tuberculose, hein, tu peux manger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est une question de terrain. C'est très intéressant, ça. Ça s'appelle la bioélectronique de Vincent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des recherches et qui ont cartographié et quantifié avec des mesures, avec des paramètres, hein, c'est factuel, chaque maladie, chaque état pathologique. Et on s'est aperçu que chaque maladie avait des paramètres, et chaque état pathologique de l'humain avait des paramètres, et quand ça rentrait en corrélation, bah, tu contractais ou ce qui s'appelle la pathologie de la fibromyalgie, de la spondylarthrite, une pathologie virale, etc., etc., etc. Mais on s'est aussi aperçu qu'il y avait une zone de santé parfaite. Ça veut dire que si le corps a certains paramètres, au niveau du pH sanguin, salivaire, urinaire, on parle aussi de RH2 et de résistivité, hein, c'est la charge électronique. Bon, ça, on rentre un peu dans les choses techniques, mais il y a 3 paramètres pour l'urine, la salive et le sang. Et on s'aperçoit que sur un organigramme, il y a une zone de santé parfaite où tu ne peux pas être malade. La maladie n'existe pas, mais tu ne peux pas être dans un état pathologique, ce n'est pas possible. Donc là, pour le coup, tu vas mourir en santé. Ça, c'est un bel objectif de mourir en santé aussi. Ça veut dire que tu vas mourir. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est la déshydratation du corps. C'est-à-dire que quand on est à 80, presque 10 ou plus peut-être d'eau, je ne sais plus exactement. Et quand on meurt, on est à 50, 52, 53. C'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment d'eau dans le corps pour faire fonctionner la machine, tout simplement. Voilà. Parce que l'eau, c'est un vecteur. L'eau, elle n'est pas tant importante. L'eau, elle n'est pas importante dans le corps pour ce qu'elle apporte. Parce que, par exemple, les gens disent, oui, je dois boire de l'eau, les minéraux, patali, patala. Mais non, les minéraux dans l'eau, c'est de la pierre. On n'assimile pas la pierre. Nous, on assimile les minéraux via le végétal qui les transforme pour nous. Donc l'eau, elle n'est pas tant importante pour ce qu'elle apporte, mais pour la fonction qu'elle occupe. On est chargé d'eau. On est chargé d'eau. Elle transporte les matières. Elle évacue les matières. Elle apporte aussi de l'information d'un endroit à un autre. Alors, Corona, c'est fait. On constate la montée des maladies psychiatriques, genre dépression, bipolaire, schizophrénie, borderline. Qu'en penses-tu? Ça, c'est une vachement bonne question, Tarek. Ça, c'est une super question. Je vais vous la faire simple et très imagée. Moi, ça fait des années que je parle de crétinisation des masses et d'abrutissement chimique. Et d'abrutissement, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Et vous allez ayez toujours dans votre tête, hein, la partie à droite ou à gauche comme vous voulez, le monde moderne et l'homme premier. Hein, celui qui vit de manière primaire, en totale harmonie avec la nature. Donc ayez toujours ça à l'esprit. Ok? L'enfant naît. L'enfant naît. Dans les sociétés modernes, il faut faire l'explication de A à Z parce que c'est important.
Dans les sociétés modernes, la naissance est une souffrance. Non mais écoutez, hein. La naissance est une souffrance. Aujourd'hui, les femmes, elles sont programmées pour accoucher dans la douleur. Pourquoi? La position de la femme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accouchement, c'est une catastrophe. Hein. On met la femme sur le dos. On lui met les jambes en l'air. Hein? Il y a une pression terrible sur les reins. Il y a une pression terrible sur la colonne vertébrale. On a cassé le système de la gravité. Oui, l'enfant, il descend avec la gravité. Le lieu, la violation de l'intimité de la femme qui souffre. Et l'enfant qui sort comme il peut. Parce que la femme, quand elle a trop mal, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une péridurale. Déjà que l'enfant, il n'y a plus la gravité, elle est sur le dos, il n'arrive plus à sortir. On lui fait la péridurale. L'enfant, il est drogué. Il n'est pas sorti qu'il est encore drogué. Il est intoxiqué. Vous croyez que ça lui fait rien au cerveau? Il n'arrive pas à sortir. Ça dure des heures. La femme, elle souffre. Et l'enfant, vous croyez que quoi? Le corps, il n'a pas de mémoire? Vous croyez que ce n'est pas le début du traumatisme psychologique? Un accouchement dans la douleur? C'est la première étape. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, il faut arrêter le massacre. L'accouchement, c'est pas une maladie. On ne va pas à l'hôpital, on ne va pas dans une clinique pour accoucher. On accouche ses choix. Regardez les animaux dans la nature. Hein. La chèvre, le mouton, il est debout, il met bas. Avant, les femmes, elles étaient au pré, hein, elles étaient au champ, elles faisaient la moisson, elles perdaient leurs os, elles étaient accroupies, la position idéale. Accroupies ou à quatre pattes ou comme elles voulaient, elles prenaient la position qu'elles voulaient, elles bougeaient comme elles avaient envie de bouger, l'enfant sortait, elles prenaient dans leurs bras, elles ne coupaient pas le cordon ombilical tout de suite, c'est surtout ne jamais faire ça, hein, parce qu'il transmet encore de l'information pour le système immunitaire, etc., etc. De la nourriture aussi, elles coupent le cordon, et puis c'est parti. Première étape. L'enfant il est traumatisé, la mère elle est traumatisée. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune femme qui va au sevrage naturel. Ça n'existe plus. Il faut savoir que quand l'enfant n'est pas sevré de manière naturelle, la fonction cérébrale elle n'est pas terminée. Ça veut dire que le cerveau n'est pas fini, oui. Le cerveau n'est pas fini, le système immunitaire n'est pas fini. C'est pour ça qu'on observe, vous pouvez observer, hein, allez voir des documentaires des années 50-60, écoutez les gens s'exprimer, écoutez leur vocabulaire, écoutez la ponctuation, écoutez leur capacité à s'exprimer. Et aujourd'hui, bon, il y a une dégradation des cerveaux et du niveau, à tout niveau, à tous les étages de la société. Même au niveau de la science, au niveau de l'école, au niveau du savoir, au niveau du niveau scolaire des enfants. Je veux dire, le niveau des gens qui ont le baccalauréat aujourd'hui, c'est le niveau des gens qui avaient le certificat d'études qui étaient en collège il y a 40 ans. Hein? Non-allaitement. Vaccination. Vous croyez que les toxiques et les métaux lourds, ils vont où? Les métaux lourds, ils vont dans le foie, ils vont dans les reins, ils vont dans le cerveau. Vous croyez que ça n'a pas d'action sur le fonctionnement de la cafetière, de l'ordinateur? On continue. Le dressage parental, l'éducation violente. Bah oui, l'éducation violente, parce qu'on est tous... dire, lève-toi, va à l'école. T'as froid, t'as pas envie. Le seul truc, c'est que t'as pas envie d'aller à l'école quand t'as 4 ans, quand t'as 5 ans, quand t'as 6 ans. T'as pas envie. C'est l'hiver, il fait froid ou il fait chaud. T'as envie de rester contre ta mère, de prendre le sein, d'être avec ton père, d'être avec tes frères et tes sœurs. T'as pas envie d'aller à l'école. T'arrives à l'école, on commence à te dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous croyez que ça fait du bien au cerveau? À l'enthousiasme de l'enfant? À l'enthousiasme de la personne? Les punitions, l'humiliation verbale, la punition verbale, physique, les coups. Il y a des parents qui punissent, tout le monde l'a fait, mais mes parents l'ont fait. La punition, on te fait croire que c'est bien, on te punit, on te fait croire que c'est pour ton bien. Mais c'est pas pour ton bien. C'est pour te faire rentrer dans la case sociétale. Dans la case, tu vas être un robot, tu vas travailler, tu vas consommer et tu vas faire tourner la machine à fric. Mais c'est pas pour ton bien. Mais à aucun moment c'est pour ton bien. À aucun moment c'est pour ton bien. Mais tes parents ils savent pas. Parce que eux, leurs parents ont déjà été dressés. Ils ont déjà subi la même humiliation, ils ont déjà subi les mêmes punitions, ils ont déjà subi les mêmes névroses, ils ont déjà subi les mêmes traumatismes. Donc bah toi tu ramasses. Tu t'en prends plein la tronche. Voilà. C'est pareil. C'est du même ordre. C'est du même ordre. Donc le traumatisme continue. Voilà. Donc vous croyez que ça fait quoi?
Et aujourd'hui, dans la société, si on a des gens qui ont des problèmes psychiatriques, dépression bipolaire, schizophrène et compagnie, borderline, etc., ce n'est que lié à ce comportement-là, qui a été le choix de nos parents, puis notre choix après, si on a décidé de ne pas s'affranchir du système, de continuer à l'entretenir. Parce que aujourd'hui, tous les humains s'en rendent compte qu'à un moment, ils sont rotiques, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont dépressifs. Maintenant, ils continuent. Ah bah, faut continuer parce qu'il faut payer ça. Ou parce que les enfants, il faut le payer pour les enfants. Vous voyez la programmation, la structure, enfin la déstructuration de l'humain, la déstructuration, la destruction des cerveaux. C'est hallucinant. On a tout faux. C'est-à-dire que dans la société aujourd'hui, on a tout faux. Si aujourd'hui on a des problèmes de mal comportement, regardez l'incivisme en ville, regardez la saleté, regardez la violence, l'agressivité, les débordements, tout. Il y a des flics. Puis il n'y a pas besoin de flics normalement. Si on était des gens équilibrés, on n'aurait pas besoin de flics. On n'a pas besoin de tout ça. Comment éduquer les enfants? Justement, il n'y a pas d'éducation. Justement, l'expérience ultime, et j'espère la mener à bien quand je serai marié et que j'aurai des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, et c'est ce qui se passe dans les sociétés, dans les peuples premiers. C'est-à-dire qu'un enfant ne s'éduque pas. Un enfant ne s'éduque pas. Éducation, non-instruction. Vous allez rire, oui, mais il faut... Dans la nature, les parents animaux, ils sont juste un exemple irréprochable de vie en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, si les humains font des enfants obèses, débiles, dégénérés, agressifs et compagnie, c'est leur responsabilité. Quel exemple ont montré les parents? Quel exemple ont montré les parents? Quel choix ont fait les parents? Donc on sème un certain nombre de choses, et puis tu récoltes. Tu récoltes ce que tu sèmes après, tout simplement. Donc comment les accompagner? Les accompagner dans la joie et dans l'amour, c'est-à-dire que allez vivre à la nature, organisez-vous une activité rémunératrice qui va vous sortir de l'aliénation au travail, c'est-à-dire qu'une activité rémunératrice, vous allez gagner votre argent de manière virtueuse, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le travail, toute activité rémunératrice qui ne s'insère pas dans l'intérêt collectif, qui n'améliore pas notre quotidien, la qualité de notre air, la qualité de notre eau, la qualité de notre environnement, la qualité de nos rapports humains, la qualité de nos rapports sociaux, en général, c'est du bullshit. Aujourd'hui, moi, je vais à Agadir ou je marche sur un trottoir à Agadir ou à Paris, 90% des magasins sont fermés, qui vendent des choses qui ne servent à rien. Donc, trouver une activité rémunératrice virtueuse, le maraîchage, la construction écologique, la confection de vêtements en matière naturelle, revenir à des choses simples. Il y en a plein des idées. Des idées, il y en a plein. Il y n'y a que ça, des idées. Et accompagner l'enfant. Et l'enfant, lui, il va se développer avec enthousiasme, il va se développer en jouant, il va vous regarder, vous serez toujours calme, vous serez toujours heureux, vous serez toujours souriant, vous serez en famille, vous serez en tribu, etc. Quelle image... Vous ne pouvez pas faire un enfant débile, vous ne pouvez pas faire un enfant obèse, et vous ne pouvez pas faire un enfant avec des troubles du comportement, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Donc tout est dans nos choix de vie. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer à l'enfant? C'est tout. Qu'est-ce qu'on va montrer? Et puis l'enfant, il va s'intéresser au monde moderne. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre coupé du monde. Dire, regardez, moi j'ai Internet, j'ai Facebook. L'enfant, quand il va voir des choses, qu'il va voir un panneau quand vous êtes en train de marcher, faire un tour de vélo, machin, il ne saura pas lire, et il viendra vers vous pour apprendre à lire, et vous lui apprendrez à lire. C'est pas difficile. Une fois qu'il saura lire et écrire, il a besoin de quoi, le gosse? Moi, le Chaïma, à travers ce que j'ai fait de la charpenterie, il a fait de la menuiserie, j'ai fait de l'électricité. J'ai jamais appris tout ça à l'école. Jamais.
J'avais pas fait de maçonnerie, menuiserie. Hier, j'ai shapé une planche de surf, j'ai jamais été shaper. J'ai creusé un puits avec des amis, j'ai jamais été puisotier. Parce que la vie en harmonie avec la nature, elle vous apprend tout en douceur, c'est facile, c'est accessible. Ben, comment se détacher de tout ça sans traumatisme, Tarek? Je pense que la meilleure solution, c'est de suivre la voie de l'hygiène naturelle. Ça veut dire commencer à vous désintoxiquer de tout. Et plus vous allez aller vers la vitalité, plus vous allez aller vers une meilleure vie. Vous allez être dans la résilience, vous allez revoir votre manière de consommer, votre corps va aller mieux, vous serez moins fatigué, il y aura moins d'état inflammatoire. Et comme il y aura moins d'état inflammatoire, parce que, quand vous êtes obèse, quand vous êtes en état inflammatoire, vous croyez que les neurones, ils sont dans quel état? Ils sont nourris par qui, les neurones? Les neurones, ils sont nourris par ce que vous mettez dans votre bouche, par le comportement que vous adoptez. Si vous êtes en feu de l'intérieur et de l'extérieur, vous croyez que les neurones sont comment? Ils sont en feu. Et quand vos neurones sont en feu, vous êtes dans l'incapacité de faire des choix de vie intelligents. C'est pas possible. Vous voyez des choses qui vous stimulent autour de vous. Il y a une forme d'illusion, la politique de la peur. Attention, tu vas perdre ton travail, tu vas finir à la rue, et puis tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir et tout ça. Tout un tas de croyances qui ont été mis en place grâce à nous, grâce à notre énergie, parce qu'on sponsorise tout ça. Quand on va chez McDo, quand on va chez Zara, quand on va acheter des Nike, quand on achète une nouvelle Dacia, on sponsorise ce système-là. On sponsorise. Et en fait, c'est du suicide. C'est un suicide collectif. C'est suicidaire. C'est-à-dire qu'on a des attitudes suicidaires. Ben oui, puisqu'il y a des gens qui finissent cancéreux, avec un crâne mort à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans. C'est des attitudes totalement suicidaires. Donc en pratiquant l'hygiène naturelle, on va se détoxifier, se désintoxiquer petit à petit. Le corps va reprendre le dessus, le système immunitaire va reprendre le dessus, le cerveau va s'éclaircir, les idées vont devenir plus claires et on va être en capacité de faire des choses. Il y a des choses qu'on va dire, mais attendez, mais ça c'est inacceptable. Ben j'arrête. Pourquoi je vais continuer à faire une chose qui est inacceptable toute ma vie et qui me fait du mal et qui fait du mal à mes enfants Et moi, je suis passé par ça, par le traumatisme de l'école, du travail, tout ça. Et pourquoi mes enfants, ils subiraient tout ça? C'est quoi l'objectif de vie? Et là, vous allez vous poser les bonnes questions. Et je peux vous dire que quand vous allez vers l'hygiène naturelle, vous allez faire des économies de fric, mais beaucoup de fric, beaucoup d'argent. Donc de temps que vous avez passé dans les magasins à dépenser votre fric, et de vitalité que vous avez dépensé à gagner votre fric, à passer du temps du magasin, dans les services après-vente, et avec un stress permanent, avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête en permanence. Je dois payer ça, je dois, il faut. Et tout à l'heure, Tarek, il me demandait, c'est quoi ta journée type? Mais moi, il n'y a jamais de il faut, je dois. Jamais. Les seules fois où il y a il faut, je dois, c'est quand je suis fatigué. Je suis fatigué, je dois me reposer. Je dois rien faire. Et la deuxième, éventuellement, situation où il peut y avoir un il faut, je dois, c'est quand la nature, c'est quand Dieu, c'est quand Allah me fait comprendre qu'il va se passer quelque chose ou que, imaginons, vous avez un coup de vent, une tempête, des inondations, etc. Donc là, être capable de il faut, je dois bouger. Ah, et l'aventure Tarfaya, Las Palmas, c'est pas Las Palmas, mais c'est Fuerteventura. 100 km à la nage, et ben c'est un voyage, en fait. C'est simplement un voyage parce que je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, on parlait de sport, et en fait, le sport, c'est un concept sociétal. Ce n'est qu'un concept sociétal pour nous écarter de l'essentiel et nous permettre de combler un vide énorme, structurel au niveau physique et mental, parce que notre temps, on le passe aliéné au travail,
soumis au système, en esclavage en permanence, etc. Et donc on a besoin d'un exutoire. Ben, l'exutoire, c'est le sport. Ou quand on a été traumatisé, quand on était enfant, on a des mécanismes en place pour chanter ces souvenirs douloureux. Ben, j'ai dit, ça va être le sport, le sexe, d'autres, ça va être le porno, d'autres, ça va être tout un tas de troubles du comportement, et voilà, etc. Et donc quand on fait du sport à outrance, c'est anormal. Et moi, j'ai fait du sport à outrance. Mais moi, j'ai fait du sport à outrance tout simplement parce que moi, j'étais un enfant battu. C'est-à-dire que mon père me battait. Et j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de sécurité familiale. C'est une famille totalement déstructurée. Mes parents se sont séparés. J'ai vécu. Donc je me suis mis au sport de haut niveau rapidement parce que c'était une manière d'oublier, de chanter ces souvenirs-là. J'ai traîné dans la rue, j'ai fréquenté des voyous, bon bref. Et le sport, ça a toujours été une manière de m'en sortir quand il y a eu des situations extrêmes. Et donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai eu encore besoin de faire des choses comme ça parce que j'étais dans ces mécanismes-là, pathologiques. Donc j'ai fait des Ironman, des machins, etc. Mais aujourd'hui, cette balade, aujourd'hui, c'est pas une compétition, c'est pas un défi sportif. J'ai pas besoin de m'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures. Je vais juste nager 100 km, c'est tout. Je vais être avec un ami qui aura un petit bateau. Bon, je suis en forme, hein, de toute façon, mais voilà, un jour j'ai envie de nager 10 km, je nagerai 10 km. Le lendemain, j'aurai envie de nager 25, ben, je nagerai 25. On va avoir notre petite barque hein, avec un ami surfeur qui aura un canoë. Donc avec nos ravitaillements pour passer 5 à 6 jours en mer. Et on va aller à notre rythme. Je vais simplement utiliser mon corps pour me déplacer. Comme on utilise ses deux jambes pour marcher. Aujourd'hui, c'est normal de prendre sa bagnole ou sa mobilette pour aller chercher le pain à 500 mètres. Bon, voilà. Avant, on prenait ses jambes. Avant, c'était normal de prendre ses jambes pour aller travailler à 20 km ou 30 km à pied. Ou à 50 km ou 80 km en vélo. C'était normal. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Non. Ce qui est normal, je vais vous dire une chose. Un homme normal, il doit être capable de se lever le matin et de courir 24 heures sans eau, sans nourriture, au petit trot. C'est-à-dire qu'à 8-9 km/h. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui était pratiqué, et c'est ce qui est encore pratiqué, on appelle ça pour manger la chasse à l'épuisement. C'est-à-dire que l'humain il était capable de courir 24 heures après un animal qui meurt d'épuisement. Et nous, on a la régulation, on a la thermogénèse parfaite, on peut courir en short, torse nu, voilà. Et un humain normal, en pleine vitalité, il se lève le matin, il n'est pas entraîné, mais il vit en harmonie avec la nature. Donc moi, je vis au jardin, donc tu es tout le temps en train de piocher, marcher, porter, donc tous les mouvements, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. La vie normale, c'est le sport. C'est bouger, c'est porter, c'est grimper, c'est tirer, c'est creuser, ça c'est la vie normale. Donc tu n'as pas besoin d'aller ni de faire du crossfit, ni de faire des jogging, ni quoi que ce soit. Donc le jour où tu as besoin d'aller trottiner, ton corps il est prêt, la musculature elle est prête. Là je vais partir nager de Tarfaya à Fuerteventura, la musculature elle est prête, j'ai pas besoin de m'entraîner. Vous comprenez le truc? C'est... Voilà. Quand tu es hygiéniste, tu es forcément en vitalité. C'est-à-dire, demain, tu me dis, faut aller à Gadir en courant, c'est à 60 km. Demain, je vais à Gadir en courant, au petit trot à 60 km. Ça va me prendre à 10 km/h, ça va me prendre 6 heures. Mais je vais le faire sans aucune souffrance. Sans eau, sans bouffe, sans rien. Et donc c'est pour ça que je veux pas que ça soit dans un exploit sportif. Je veux pas que ça soit intégré dans un exploit sportif. C'est pas intéressant que ça soit intégré dans un exploit sportif parce que c'est pas juste. Ça remet encore l'homme dans son ego de record, de machin. Moi, il n'y a pas d'histoire de record, il n'y a pas d'histoire de durée. C'est juste l'aventure en fait. La vie en fait est une aventure quand on vit en harmonie avec la nature, puisque l'aventure, c'est pas aller à Fuerteventura en nageant, c'est pas aller faire pour toi, Tarek, le marathon des sables, ou pour moi, aller faire l'Ironman, ou le Toubkal. C'est pas l'aventure. L'aventure, c'est tous les jours. L'aventure, quand tu vis l'hygiène naturelle, comme la nature elle est en mouvement, que le corps il est en mouvement et qu'on doit être en capacité, en intelligence de s'adapter quotidiennement,
Chaque journée est extraordinaire, tu vois, chaque journée est unique. Donc c'est l'aventure, la vie est l'aventure en fait. La vie est l'aventure, on doit s'enthousiasmer tous les jours. Moi, il n'y a pas un jour où je me couche, où je me dis, j'ai passé une mauvaise journée, je suis triste, quelle galère, nanana. Voilà. Ce que les gens appellent galère, quand il y a quelque chose qui tombe en panne, quand tu casses quelque chose, il manque du fluide, de l'argent, il n'y a jamais de catastrophe. Ben, Marcor, à 8-9 km/h, tu tapes n'importe quel animal, hein, même l'animal le plus rapide, hein, qui court à 70, à 80, à 100 à l'heure. Hein. Il finit par crever, l'animal, surchauffe. Et hop, tu le tues, tu le cueilles, tranquille, mon pote. Peinard, chasse à l'épuisement. N'importe quel animal. Toi, tu penses qu'il faut le rattraper tout de suite, mais le gars qui s'est chassé, il suit l'animal, les traces, l'odeur. Mais ouais, mon pote. L'endurant, l'homme, il n'y a pas plus endurant que l'homme. Nous, on est moyen, l'homme est laborieux, l'homme c'est un. J'ai bientôt plus de batterie. L'homme est laborieux. L'homme, il est très très moyen. Regardez, vous le mettez dans l'eau, il va pas vite. Vous le mettez à courir, il va court pas très vite. Vous le mettez. Bon, il est moyen. Mais nous, notre force, c'est l'endurance. C'est l'endurance pour tout d'ailleurs. C'est l'endurance pour tout, hein, pour faire les choses. On n'est pas pressé. J'ai mis 20 ans à construire le Khaïma. Ça m'a pris 20 années. 20 années. Bah oui, planter les arbres, le temps que ça pousse, le puits, le bassin, l'organisation. Bah, les gens, ils peuvent me contacter via ma page. Et sur ma page, il y a toutes les informations. Il y a un site web pour le site du Khaïma pour les gens qui ont envie de séjourner ici. Non, je suis jamais. Non, mais je commence pas à répondre aux autres parce que c'était la question de Talek, mais il y a des requins, non, voilà, bref. Comment les gens peuvent te contacter? Ben, la page Facebook, il y a mon téléphone, il y a des emails, il y a le site web du Khaïma, il y a toutes les informations. Et un dernier mot. Franchement, le dernier mot, je vais vous le dire, et ça vient du fond du cœur. Et c'est pas de la politique, pas du tout. J'aime le Maroc, vraiment, j'aime le Maroc, c'est mon pays, je me sens marocain, j'espère avoir mon passeport marocain et j'espère vraiment sincèrement qu'on va faire des belles choses ensemble parce que je pense que des lieux comme le Khaïma, c'est un exemple pour les petits et pour les grands et que ça doit se reproduire. Et il y a déjà des Marocains qui ont envie de reproduire ce genre de mode de vie et je pense que le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous, c'est pas les autres. Et le Maroc, en plus, on a la chance qu'on ait encore un pays rural et avec un savoir-faire dans quasiment tous les domaines de la société, pour les confections, pour les constructions, et qu'on n'a absolument pas besoin de l'Occident, on n'a pas besoin du pétrole, on n'a pas besoin de tout ça. Hein, et que notre pays, on peut le faire évoluer différemment. Et ça tient qu'à nous. Ça tient qu'à nous. Franchement, ça tient qu'à nous. Et ça passera par l'hygiène naturelle. Parce que en nettoyant notre corps et en nettoyant notre esprit, nos idées, elles vont s'éclaircir. Moi, j'ai pas envie, très sincèrement, que le Maroc il continue dans cette voie-là. J'ai pas envie que le Maroc continue d'exporter des pétrotomates, des pétrocourgettes. J'ai pas envie que les pays étrangers continuent de venir. Ah, ça va couper. C'est la fin. Ça coupe dans 30 secondes. Salut tout le monde. Je vous dis au revoir avant que...